Bienvenue dans le débat sur France 24. La tension monte autour de la question de l'Ukraine. Washington a annoncé ce week-end le rapatriement des familles de diplomates et a détaillé les lourdes sanctions que subirait la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine. Les pays de l'OTAN ont envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est. Moscou et Minsk ont annoncé l'organisation d'exercices impromptus en Biélorussie. Les États-Unis et les Européens ont pris des mesures pour protéger les approvisionnements en gaz naturel de l'Europe si jamais la Russie coupait le robinet. Emmanuel Macron a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils affichent une unité pour appeler à la désescalade. Alors la guerre est-elle inévitable ? Quels sont les intérêts de chaque protagoniste ? Jusqu'où peut aller Vladimir Poutine ? La France et l'Allemagne ont-elles une carte à jouer ? Peut-on aller vers une désescalade ? On en discute avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre Servan. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions de défense, colonel de réserve, auteur de 50 nuances de guerre aux éditions Perrin. Également avec nous, Julien Théron, bonsoir. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des conflits et des relations internationales, auteur de Poutine, la stratégie du désordre. C'est coécrit avec Isabelle Mandreau et c'est Le Monde Talendier. Nous avons avec nous également par Skype de Berlin Ingeborg Gressle, bonsoir, députée allemande de la CDU, le Parti conservateur allemand. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et en duplex de Londres, nous avons avec nous Denis McShane, ancien ministre des Affaires européennes britannique. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir, salut. Avant de démarrer ce débat, je vous propose tout de suite de regarder la préparation des forces de l'OTAN en cas d'agression russe en Ukraine avec Harold Gérard. L'OTAN montre ses muscles. Un renforcement annoncé des capacités militaires en Europe de l'Est avec un objectif, dissuader la Russie d'intervenir en Ukraine. Nous projetons de renforcer notre présence en Europe de l'Est, et cela pour inclure le déploiement d'encore plus de soldats de l'OTAN. Ces déploiements sont proportionnés et adaptés à nos engagements internationaux. Ils renforcent la sécurité de l'Europe pour nous tous. L'OTAN compte environ 4000 soldats déployés en Pologne et dans les pays baltes, mais aussi des chars d'assaut, des défenses aériennes et des unités de renseignement et de surveillance. Face à la Russie qui continue d'encercler l'Ukraine, les membres de l'OTAN accentuent la pression. Le Danemark envoie des avions de combat en Lituanie. L'Espagne envoie, elle, 4 avions et 3 navires en mer Noire. Les Pays-Bas enverront 2 avions de combat à la Bulgarie. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie déplacent des missiles anti-chars et anti-aériens en Ukraine. La France, quant à elle, est prête à envoyer des troupes en Roumanie. De leur côté, les autorités américaines confirment que 8500 soldats sont en état d'alerte. Ce n'est pas parce que nous sommes prêts et engagés dans le processus et la voie de la diplomatie et du dialogue que nous ne nous préparons pas à la défense et à la dissuasion. Nous faisons les deux en même temps précisément parce que nous sommes prêts à faire face au choix de Vladimir Poutine, quel qu'il soit. La Russie, elle, a condamné ce renforcement militaire qu'elle juge responsable de l'escalade dans la région. Aucune sortie de crise en vue pour le moment, même si les discussions se poursuivent. Emmanuel Macron doit notamment s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Julien Théron, vous avez écrit un article dans lequel, parce que vous rentrez tout juste d'Ukraine, dans lequel vous expliquez tous les scénarios possibles d'une guerre russe en Ukraine, et vous dites que ça serait plutôt par l'Est ou par le Sud qu'on pourrait envisager une attaque russe militaire en Ukraine. Oui, effectivement, parce que c'est là où il y a le plus d'hommes déployés. Alors bien sûr, on parle de plus de 100 000 hommes du côté russe, donc à voir un petit peu la différence avec les chiffres qu'on vient de voir, qui sont quelques milliers d'hommes placés dans des États de l'OTAN de manière défensive. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. C'est déséquilibré en faveur de la Russie. Bien sûr, oui, très, très grandement. Et puis l'autre point, c'est que la Russie encadre complètement l'Ukraine, au nord parce qu'elle déploie des troupes en Biélorussie, donc à l'est et au sud, dans la Crimée occupée, et puis même à l'ouest, puisque la Russie a aussi des troupes dans une petite bande de terre qui appartient à la Moldavie, qui s'appelle la Transnistrie. Donc en fait, l'Ukraine est complètement encadrée, et c'est pour ça que l'OTAN place des troupes dans les États de l'OTAN qu'il y a autour, pour pas qu'il y ait de problème si la Russie envahissait. Elle est encerclée. Alors, le président Zelensky, l'Ukrainien, donc lui, il évoque une invasion plutôt de Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne à 30 km de la frontière russe. Ça serait plausible ? Oui, qui est au nord-est de la Russie, effectivement. Oui, c'est tout à fait plausible. C'est pas très loin de la frontière. Moi, les contacts que j'ai
j'ai eus m'ont dit que c'était une ville quand même importante avec beaucoup de population et que les citoyens ukrainiens n'ont pas du tout l'intention de se laisser occuper par une puissance extérieure. Donc ça veut dire qu'ils riposteraient, Oui, très clairement, il y a une grande organisation. Alors il y a l'armée, bien sûr, mais il y a aussi une garde nationale en Ukraine qui a été entraînée au cas où, même sur l'arrière, pour garder le territoire. Et puis il y a aussi ces nouveaux bataillons de défense territoriale. Ce sont des citoyens ukrainiens qui s'engagent dans une guerre de guérilla entraînée par l'armée, structurée par l'armée, mais en cas d'occupation. Pierre Servan, c'est vrai qu'on sent là les positions quand même de chacun. On est vraiment dans une situation qu'on a l'impression être très dangereuse. Et Poutine entretient un flou. Il évoque aussi une réponse militaro-technique, des frappes aériennes ciblées. J'ai vu aussi des installations de missiles nucléaires en Crimée. Il y a aussi rajouter des cyberattaques. Ça a déjà commencé puisqu'il y a déjà eu des cyberattaques contre l'Ukraine. Est-ce qu'il fait exprès de maintenir ce flou ? Oui, effectivement, parce que ce flou fait peur, entretient la confusion. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine, c'est le rapport de force entre un mammouth sibérien et puis une petite souris. C'est vraiment totalement disproportionné. Je rappelle quand même que la Russie est une puissance nucléaire, une armée importante qui se bat en Syrie, de façon d'ailleurs, très très dure, sans beaucoup de respect pour les droits de l'homme. Alors, pour essayer de répondre à votre question, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Déjà, qu'est-ce qu'on peut éliminer dans ce paysage qui est quand même très tendu ? Je crois qu'une invasion massive territoriale des forces russes pour aller par exemple sur Kiev, c'est-à-dire vraiment une volonté de destruction de l'Ukraine et d'occupation, on peut Vous pouvez l'écarter. Et pourtant, ça leur prendrait quoi ? Quelques jours pour arriver à Kiev ? Effectivement, ça serait pas très très difficile, mais le problème, c'est quel est le but de guerre ? La Russie va pas après se battre contre des guérillas, contre toute une population. Il faut tenir le territoire. Donc je crois que c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif de Poutine, c'est vraiment de continuer à casser la dynamique d'indépendance de l'Ukraine, qui ne rentrera pas dans l'OTAN, certainement ni aujourd'hui, ni peut-être même dans 10 ans. Donc c'est pas du tout le sujet. La préoccupation de Poutine, c'est que son étranger proche est en train de lui échapper et qu'une certaine dynamique de démocratie de différents pays, on l'a vu en Biélorussie aussi avec les manifestations, etc., tout ça lui échappe. Alors un mot sur le plan militaire, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? D'abord, des cyberattaques, je l'avais dit avant qu'elles se déclenchent, non pas parce que je suis devin, mais parce que les Russes fonctionnent toujours comme cela. Vous aurez une intensification avec des cyberattaques militaires, sur des objectifs militaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour l'instant des institutions civiles. Après, il peut y avoir des opérations de forces spéciales. Il y a quelque chose qui préoccupe Poutine, ce sont les drones armés vendus par les Turcs à l'Ukraine. Et ces drones peuvent changer un peu la donne dans le Donbass. Donc vous pourriez avoir des frappes ou des opérations de forces spéciales russes sur ce type d'objectifs, comme sur les missiles anti-chars qui ont été donnés par l'administration Trump. Et puis, après vous avez des tas de variantes. Sur le plan territorial, le seul objectif, à mon sens, limité, qui pourrait rentrer dans ce que Biden maladroitement avait évoqué, en disant petite incursion, petite répercussion. Bon, ce qui est une stupidité, c'est une pénétration sur le pourtour de la mer d'Azov. Je pense qu'un des objectifs de Poutine, c'est de privatiser complètement la mer d'Azov, qui est presque complètement encerclée. Il y a encore une bande qui appartient à l'Ukraine. Là, il pourrait y avoir un objectif. Il a déjà fermé la mer d'Azov sur le détroit de Kerch. Donc là, territorialement parlant, c'est quelque chose qui serait jouable. Et encore une fois, l'objectif, c'est véritablement de peser sur l'Ukraine, d'empêcher complètement ce pays d'avoir sa liberté stratégique, sans pour autant se lancer dans une guerre de conquête qui pourrait se retourner contre lui. Or, il a des problématiques nationalistes intérieures. Il ne peut pas perdre. Il ne peut pas rentrer dans une guerre où la guérilla... Il ne ferait pas un blitzkrieg, par exemple. Voilà. Non, alors il pourrait le faire. Le blitzkrieg, honnêtement, il déploie 250 000 hommes... dans cette ville, par exemple, ukrainienne, dont on parlait. Non, il est effectivement sur le front biélorusse. On n'a pas trop parlé de Sébastopol, mais il y a possibilité d'action sur Odessa par la mer Noire. Donc si vous voulez faire une blitzkrieg, si vous voulez, ça peut aller très vite. Après, il faut tenir dans le temps, et ce n'est pas un objectif militaire qui l'intéresse. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et Poutine, il a les poches plutôt plates. Kiev est pas très loin de la frontière biélorusse, c'est à une centaine de kilomètres, ils sont tout à fait capables de l'atteindre, mais de la prendre et de la tenir, ça c'est probable que ce soit une autre paire de manches. Les Russes ont effectivement démontré en Syrie qu'ils avaient évité l'erreur américaine en Irak, c'est-à-dire de déployer des troupes considérables pour tenir le territoire. Les Russes se sont empressés de ne pas faire ça en Syrie.
il est probable qu'ils aient retenu la leçon et qu'ils ne le fassent pas en Ukraine. Qu'ils ne le fassent pas en Ukraine. Denis McChain, Londres a rappelé une partie du personnel de son ambassade à Kiev. Le Royaume-Uni a livré des missiles anti-chars à Kiev, quelques centaines de soldats supplémentaires qui sont prêts à être déployés en Ukraine. Boris Johnson montre un activisme sur le front ukrainien. Est-ce qu'il veut montrer un retour de la Global Britain sur la scène internationale ? Un peu, oui. L'opinion publique, bien sûr, nous avons subi les attaques de Poutine sur notre sol. Il a envoyé des agents de GPU pour tuer ces dissidents, ces opposants. En France, bien sûr, vous êtes bien pris par les attaques islamistes. Pour nous, c'est plutôt les attaques de Poutine. Et bien sûr, l'Angleterre se sent toujours peu isolée après le Brexit. Et c'est cette manière de dire oui, nous sommes présents. Madame la ministre des Affaires étrangères part pour Kiev demain ou après-demain. Donc, l'Angleterre sera présente en tant que membre de l'OTAN et aussi en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'il veut pousser son avantage auprès des États-Unis, Boris Johnson ? Il y a toujours ce lien quand même entre le Royaume-Uni et les États-Unis ? Non, je crois que Joe Biden mène son propre politique. Il envoie Tony Blinken. L'Angleterre n'est pas dans le groupe dit de Normandie qui était érigé, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, pour trouver une solution à la première invasion et l'Anschluss de Crimée. Donc, mais M. Johnson a réduit la force armée. Nous avons maintenant une armée britannique d'à peu près 60 000 soldats. C'est beaucoup moins de prisonniers dans nos prisons. Et il y a des vraies plaintes auprès des militaires que les coupures drastiques de gouvernement conservateur depuis 12 ans a affaibli les forces militaires britanniques. C'est une façon pour dire nous sommes toujours présents. Nous sommes toujours présents. Ingeborg Gressle, les autorités américaines donc, ont confirmé 8500 de leurs soldats qui sont en état d'alerte. On voit que l'Allemagne est hésitante. Berlin, j'ai lu, empêchait l'Estonie, par exemple, pays membre de l'OTAN, d'apporter un soutien militaire à Kiev. L'Allemagne hésite. Pour l'instant, elle n'envoie pas de troupes en Ukraine. Est-ce que c'est très important aujourd'hui pour l'Allemagne de ne pas vraiment participer ? Je crois que l'Allemagne devrait s'engager bien plus et devrait aider l'Ukraine et aussi permettre à d'autres d'aider l'Ukraine. L'Allemagne ne vend pas des armes et en plus empêche que des armes allemandes soient prêtées par nos amis en Europe à l'Ukraine. C'est-à-dire, ce que fait l'Allemagne, c'est encore pire parce qu'on a un gouvernement qui est très pacifiste, ce qui est très bien quand je n'ai pas d'ennemis et quand je ne suis pas en guerre. Mais maintenant, l'Ukraine est en guerre, c'est une situation de guerre. Le prix de gaz en Allemagne a triplé, comme 65% des ménages sont chauffés par gaz. Alors tout ça s'annonce mal et je souhaiterais que le gouvernement soit plus ferme, mais c'est clair que nous avons un nouveau gouvernement extrêmement inexpérimenté au niveau international et un chancelier qui refuse de prendre la direction, de diriger. En plus, il a une coalition. Il a des membres dans son groupe qui sont vraiment des pacifistes. Et là, l'Allemagne ne peut pas, en ce moment-là, prendre les décisions nécessaires. C'est une longue tradition, c'est vrai. Et vous le regrettez en tant que représentant donc, des conservateurs allemands qui ne sont pas dans cette coalition, je le dis pour le téléspectateur. Oui, j'espère que la CDU, qui était toujours contre les ventes d'armes, dans ce cas-là, je vois comment l'Ukraine est sacrifiée par l'Europe et par les pays européens si on ne les aide pas. Il faut les aider, sinon c'est clair que l'armée ukrainienne est extrêmement mal équipée. Elle ne pourra pas tenir, je ne suis pas du tout de cet avis, elle ne pourra pas tenir une guerre de guérilla. Vous ne pouvez pas mener une guerre de guérilla contre l'armée rouge. C'est quand même une grosse blague, vraiment à côté de la Russie. Ça, c'est une autre situation. On n'est pas en Afghanistan. C'est pour ça qu'à mon avis, maintenant, soit on défend la paix en donnant
des moyens de se défendre, sinon ça aura de graves conséquences. À mon avis. Pardon ? Oui, Julien Théron, j'allais faire intervenir justement Julien Théron. Il y a des divisions au sein de l'Europe, justement. Absolument. Intéressant d'écouter Ingeborg Grässle, qui a évidemment un discours différent de celui qu'on peut entendre aujourd'hui au sein de la coalition allemande, qui effectivement a un peu de mal parce qu'elle ne veut pas envoyer de troupes, tout en essayant d'être unie à la France. Il y a de vraies divisions. Il y a de vraies divisions, effectivement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la question des ventes d'armes, et la question s'est posée aussi pour les États-Unis, c'est que quand on vend des armes, on demande au pays à qui on le vend de demander l'autorisation si c'était pour le renvoyer ailleurs, en fait. C'était le cas des États-Unis qui ont finalement, après beaucoup de demandes, autorisé les Baltes à en envoyer en Ukraine, ce que vous avez indiqué dans votre infographie, et l'Allemagne s'y refuse. Donc elle dit aux Baltes, non, le matériel allemand, vous n'avez pas le droit de l'envoyer en Ukraine. Donc très clairement, c'est « je veux priver l'Ukraine d'armement ». Et ils ont répondu « on va vous envoyer un hôpital de campagne ». C'est-à-dire un hôpital. Alors pourquoi les Allemands sont-ils si réticents ? Il y a du pacifisme, comme dit Mme Grässle ? Au sein même du gouvernement allemand, notamment entre le ministère des Affaires étrangères et la chancellerie. Ça n'est pas les mêmes lignes. Effectivement, c'est un gouvernement qui est assez jeune et il y a une réticence de participer. L'Allemagne, aujourd'hui, est celle qui freine le plus. La France n'est pas loin derrière. Elle prend des engagements, mais vous avez vu sur l'infographie qu'on est prêt à envoyer des soldats. C'est pas exactement la même chose que d'en envoyer. Juste pour précision, les rares soldats que le Royaume-Uni ou les États-Unis envoient en Ukraine sont des soldats pour former aux armements. C'est pas des soldats qui vont être envoyés sur le front ukrainien. Et sinon, tous les autres soldats sont bien dans les pays riverains de l'OTAN. Je vais vous faire réagir, Pierre Servan. Mais avant, on va écouter justement Emmanuel Macron et Olaf Scholz. C'était il y a un peu moins d'une heure. Ils se sont vus, le président français et le chancelier allemand. Et justement, ils ont évoqué cette question ukrainienne. On les écoute. Il y a le dialogue dans le cadre du format Normandie sur la question ukrainienne et des accords de Minsk, et il y a le dialogue entre l'Union européenne et la Russie. Chacun de ces canaux doit être exploité jusqu'au bout pour réengager la Russie dans un processus de désescalade, obtenir des garanties. Le gouvernement fédéral a toujours décidé ces dernières années de ne pas livrer des armes létales. Il y a des raisons qui s'expliquent facilement au vu de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et en même temps, nous avons fait beaucoup pour favoriser le développement économique de l'Ukraine avec les moyens qui sont les nôtres. Pierre Servan, donc il le justifie en disant qu'il y a l'histoire. Donc c'est le poids de l'histoire, il y a une relation effectivement entre l'Allemagne et la Russie particulière. Oui, ça se passe dans la nuit du 21 au 22 juin 1941. Vous avez presque 2 millions d'Allemands de la Wehrmacht qui envahissent la partie polonaise occupée par les Russes, parce qu'il faut rappeler quand même que les Russes étaient alliés de l'Allemagne nazie, puis après donc traversent l'Ukraine, où ils sont accueillis avec des fleurs, le sel. C'est-à-dire que les Ukrainiens accueillent les Allemands de la Wehrmacht comme des libérateurs par rapport aux Soviétiques. Il faut se souvenir de ça. Ceux qui disent l'Ukraine, c'est nos pays frères. Certes, vraiment, la Russie historique du IXe siècle, elle est faite à Kiev, mais vous voyez, dans l'histoire contemporaine, il y a une dissension. Donc, quant à nos amis allemands, ils sont légitimement traumatisés par le Troisième Reich et ils ont une énorme difficulté à imaginer la guerre et des choses. Enfin, des combats et des opérations, c'est quelque chose qui est très loin. Ça a été très bien dit, c'est une coalition qui est fragile par rapport à ça, donc ça ne va pas avancer. Toute petite précision, il faut quand même dire les choses. Si par malheur, Poutine vraiment s'engage assez massivement, ce que je ne crois pas, je crois qu'il s'engagera, je crois qu'il y aura des opérations militaires russes, mais il n'y aura pas de soldats de l'OTAN en Ukraine. Il n'y aura pas de soldats de l'OTAN pour défendre l'Ukraine en Ukraine. Donc ça sera... Les soldats de l'OTAN sont positionnés dans les pays baltes, dans les pays... Oui, parce que les autres pays, si vous voulez, les pays baltes, la Pologne, qui ont connu l'hégémonie soviétique et dans l'histoire l'hégémonie russe, ils tremblent de peur. Et il faut le comprendre. Mais est-ce qu'ils seront suffisamment justement armés ? Ce que disait Ingeborg Grässle, c'est que finalement, ça sera déséquilibré. Ah non, mais c'est quoi ? D'ailleurs, Emmanuel Macron le disait aussi. Non, les Ukrainiens. Vous avez dans un discours des pro-poutiniens de Éric Zemmour, que nous avons interviewé il n'y a pas très longtemps, assez dans l'air. Zemmour dit, oui, vous comprenez, la Russie est menacée, est encerclée. Un pays de 17 millions de kilomètres carrés est encerclé. Et il y a des missiles, c'est comme Cuba, il y a des missiles qui le menacent. Et vous n'avez aucun missile menaçant en Ukraine. Vous avez des missiles anti-chars qui portent à 1000 mètres.
et il va y avoir des Stinger, c'est-à-dire des missiles anti-aériens à courte portée. Les véritables missiles qui sont menaçants, ils sont notamment à Kaliningrad, des missiles Iskander, qui portent des têtes nucléaires et conventionnelles, et si vous voulez, qui sont une menace directe sur les pays baltes, sur la Pologne et sur l'Ukraine. Donc la malheureuse Ukraine, s'il y a vraiment une offensive majeure, il faudra qu'elle se débrouille avec les armements qu'on lui donnera, mais c'est une armée qui reste convalescente, qui en 2014 était tout à fait une très très grande faiblesse quand la Crimée a été conquise, qui est remontée un peu en puissance, mais qui ne fera pas le poids face à un déferlement militaire. Encore une fois, je ne crois pas au déferlement poutinien, mais il y aura certainement des opérations militaires des Russes. Alors en tout cas, Emmanuel Macron a l'air de croire tout de même en une certaine désescalade. Il veut privilégier le dialogue. Denis McShane, est-ce que lorsque vous entendez ça de la part d'Emmanuel Macron, vous pensez qu'il est naïf ou pas ? Non, je dis bonne chance. Le président Biden a parlé avec M. Poutine et si M. Macron arrive à le persuader de se retirer, de se calmer, ce serait une très bonne chose. Mais c'est difficile parce que comment M. Poutine va sauver sa face? Parce qu'il pose des démons pas possibles de restaurer presque l'Empire soviétique, terminer l'idée de l'OTAN tout près de que les Polonais, les Roumains, les Ukrainiens perdent le droit d'autodétermination s'ils veulent adhérer à l'Union européenne. Pas de question pour M. Poutine. La vraie menace, c'est l'arrivée d'une Ukraine plus démocratique, moins des oligarques, l'état de droit, journalisme libre et surtout orientation vers nos valeurs européennes. C'est là qu'il déteste parce qu'il ne veut pas que le variant virus de l'Union européenne arrive dans la Russie. C'est un vieux homme maintenant, il approche les 70 ans. Bon, on en a pas mal de vieux hommes qui nous gouvernent actuellement dans le monde, mais il est absolument terrifié que la Russie va peut-être échapper à son contrôle. Donc c'est tout un mélange des choses. Je pense que pas le moins d'état d'âme si M. Macron veut se rencontrer à M. Poutine. Mais fais gaffe, on va lancer un nouveau film ici en Angleterre, grand récit qui s'appelle Munich. Et c'est sur Chamberlain de l'ADA et 38. Vous faites un parallèle entre Emmanuel Macron et Chamberlain. Ouais, on peut le voir sur Netflix, peut-être c'est un petit rappel de la mauvaise politique étrangère. Oui, c'était pas très flatteur, hein, ça c'est certain. Ingeborg Grassle, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement Denis McShane? Il y a peu de chance. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est naïf à vouloir justement encourager le dialogue? Et puis une autre question sur le gaz russe. Est-ce que l'Allemagne serait prête à renoncer à ce gaz russe pour sanctionner la Russie? C'est un développement tout récent que le gouvernement a dit, voilà, on peut renoncer à Nord Stream 2, de le mettre en œuvre si la Russie attaque l'Ukraine. Mais il faut aussi, on est en état de droit, là il faut aussi une base légale, voilà. Ça, c'est tout nouveau. On verra bien ce que ça donne. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que c'était le projet d'Angela Merkel, Nord Stream. Me semble-t-il, c'était aussi la CDU était favorable. Oui, pour le moment, les socialistes étaient les premiers lobbyistes de ce truc-là, de Nord Stream 2. Toujours les socialistes. Toujours très... Et bien sûr, c'était un projet important, privé, économique, bien sûr, que nous, l'Allemagne a toujours eu de bonnes relations avec la Russie. Nous voulons de bonnes relations avec la Russie. Mais nous voulons aussi sauvegarder la paix en Europe. Et ce que fait la Russie, c'est la guerre en Ukraine et c'est la guerre en Europe. Et donc vous seriez prêt à justement renoncer à Nord Stream, à ce gazoduc qui a pris donc des années? C'est ce que le gouvernement a dit, que plus de Nord Stream, s'il y a cette attaque-là. Alors là, si je ne peux plus me fier à ça, alors là, je ne sais pas où j'en suis. C'est là que c'est clair qu'ils ne peuvent pas faire ça. Mais à mon avis, Monsieur Macron, il n'est pas naïf. C'est clair que c'est le dialogue. C'est toujours clair que c'est le dialogue pour l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous,
c'est déjà clair que le dialogue ne suffit pas. Alors là, il ne faut pas être nostalgique, il ne faut pas être naïf non plus. À mon avis, il faut prendre des mesures supplémentaires pour assurer que l'Ukraine puisse s'autodéfendre. Il y va de s'autodéfense. Il n'y va pas que l'OTAN aide sur terre ukrainienne à combattre. Non. Mais cette autodéfense, c'est une demande légitime. Et là, il faut vraiment que l'Europe bouge. Il faut aussi que les Allemands bougent, qui commencent à réaliser qu'on ne peut pas prêcher la paix et que la prière, désolé, ne suffit pas. Ne suffit pas. Julien Théron, l'Allemagne pourrait effectivement renoncer au gazoduc Nord Stream 2, donc ce projet qui a pris des années, donc qui en fait va permettre donc d'exporter du gaz russe directement en Allemagne. On sait que c'était très tendu avec les États-Unis sur cette question parce que les États-Unis souhaitent l'utiliser comme sanction. Est-ce qu'effectivement l'Allemagne irait jusque-là ? Eh bien, ce soir, on a appris que les États-Unis réfléchissent à des solutions pour renforcer l'approvisionnement en Europe dans le cas où, parce que ça n'est pas que le cas en gaz. Oui, ça n'est pas le cas uniquement de l'approvisionnement en général. C'est le cas de si la Russie voulait prendre l'Ukraine, par exemple, ou n'importe quelle autre situation de tension, il pourrait dire à l'Allemagne directement, eh bien maintenant, nous vous coupons le gaz. Et d'ailleurs, ça aura des conséquences considérables sur l'Ukraine, qui a une part de son PIB, de droit de transit du gaz. Donc là, c'est inversé, c'est ça qui est... En gros, c'est donner plus d'outils à la Russie pour faire pression. Et alors, ce dialogue-là, il est pertinent, bien sûr, mais il y a deux choses dans le dialogue. J'avais discuté avec Michael McFaul, qui était le conseiller de Barack Obama, et l'architecte de ce qu'on appelle la politique du reset, c'est-à-dire la remise à niveau, toujours de politique avec le Kremlin. Et, qui a plutôt pas fonctionné. Qui avait plutôt pas fonctionné. Il a écrit un livre pour s'en défendre. Bon, je vais pas. Bon, mais ce qu'il disait, c'est que ce qui est très important dans une politique de dialogue, et là-dessus, d'ailleurs, nos amis britanniques le disent extrêmement bien, notamment l'analyse Kieguys, c'est qu'il faut, d'une part, savoir exactement ce qu'on veut atteindre dans ce dialogue. Est-ce qu'on veut qu'ils se retirent de Crimée ? Est-ce qu'on veut qu'ils se retirent du Donbass, par exemple ? Est-ce qu'on veut qu'ils retirent leurs troupes d'autour de l'Ukraine ? Et puis, deuxièmement, il faut avoir les moyens de son dialogue. C'est-à-dire, juste dialoguer pour dialoguer, sans faire pression, ça ne marche pas. On est face à une puissance. Donc la pression, ce sont les sanctions possibles. Les sanctions possibles. Il y a deux grandes branches de la stratégie. En général, il y a l'économie et le militaire. Donc il faut que ce soit... Donc le militaire, on l'a vu sur l'économie, justement. Il y a ce Nord Stream 2, justement. Est-ce qu'effectivement, Pierre Servan, il pourrait décider, les Allemands, de ne pas utiliser ce gazoduc, donc se faire livrer, ou l'inverse, la Russie pourrait couper du gaz. Enfin, il y a évidemment une pression autour du gaz. Et puis, il y a d'autres sanctions que j'ai vues que les États-Unis s'apprêtent à adopter. C'est sortir la Russie du système SWIFT, c'est-à-dire des transactions financières, ce qui ferait très mal à la Russie. Et autre chose également, ils ne veulent plus exporter de technologie à la Russie. Donc là, on touche là où ça fait mal. Effectivement, là, du côté des Européens, des Américains, tout le monde travaille pour regarder qu'est-ce qui pourrait être fait. C'est là aussi, du côté de Poutine, qui est une sorte de joueur d'échecs, mais avec une mentalité de joueur de poker menteur, qui va regarder comment jouer sa partie. Je suis persuadé qu'il veut aller à une opération militaire. Tout ce qui a été dit, notamment par notre ami britannique, est infiniment juste. Il vieillit. En 2024, quand il aura terminé son mandat, ça fera un quart de siècle qu'il est au pouvoir. Il voit que son espace autour de lui échappe. Donc la Crimée, ça ne lui suffit pas. Non, c'est vraiment une question, je pense, de fond. C'est une question idéologique très très forte. En même temps, il va regarder comment faire pour essayer de passer en dessous du maximum des tensions. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la pénalisation de l'Europe et des Allemands si le gaz est coupé, mais la Russie est extrêmement dépendante de ses clients. C'est-à-dire que si elle ne vend plus de gaz, elle aussi va se trouver étranglée. Et rappelez-vous que le PIB de la Russie, ce pays gigantesque, richissime, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne ou des Pays-Bas. Absolument. Donc c'est un pays qui est en grande difficulté et c'est un problème de Poutine. Vous l'avez rappelé tout à l'heure sur sa campagne en Syrie, que j'ai étudié très très près. Ça a toujours été des campagnes à l'économie. D'abord, pas de troupes au sol pour ne pas risquer la guérilla, mais le moins cher possible avec le maximum d'impact. Donc Poutine ira jusqu'au bout. Il doit aussi offrir à son opinion publique intérieure, après les Jeux Olympiques, tout ce qui va se passer sur le plan militaire, c'est fin, parce qu'il ne va pas priver... Vous pensez pas qu'il... Ah oui. Il ne va pas priver son pays des médailles que ses champions vont rapporter des Jeux Olympiques de Pékin. Donc, si vous voulez, les bruits de bottes sérieux pourraient commencer fin de février. D'abord, les manœuvres avec la Biélorussie seront terminées le 20 février. Donc, la fenêtre de tir très préoccupante,
c'est fin février, début mars. Et d'ici là, les partis diplomatiques, il n'en a rien à faire. On ne négocie pas en diplomatie si on a quelque chose à négocier. La négociation en ce moment, donc toutes ces négociations avec Poutine aujourd'hui ne servent à rien. Il faut le faire, mais elles ne servent à rien. Pourquoi ? Parce que dès le départ, si nous avons à négocier tous les deux quelque chose, j'arrive en disant voilà mes propositions, et un peu faire ce que Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, faisait jadis, ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. Donc c'est-à-dire c'est la position poutinienne. Vous n'avez pas de négociation diplomatique dans ce cas-là. Pour renforcer ce qui vient d'être dit, effectivement, les négociations originelles, les demandes originelles, c'est un retour aux membres de l'Alliance Atlantique avant 97, c'est-à-dire qu'il faudrait que les 3 pays baltes, les Polonais, les Bulgares, les Macédoniens, les Monténégrins, la Roumanie se retirent de l'OTAN. Ça, c'est ce qu'a demandé Vladimir Poutine au départ. Vous imaginez bien, et les Américains ont été très clairs, alors ils ne parlent pas pour toute l'organisation, mais aller demander aux Estoniens de se retirer de l'OTAN, vous allez voir la réponse. Inacceptable, ont-ils dit. Absolument. Alors évidemment, si vous mettez la barre beaucoup trop, les analystes russes eux-mêmes, de plusieurs think tanks à Moscou, ont dit il est évident qu'il n'y a aucune volonté de concéder quoi que ce soit. Et ils ont dit, on négociera, on ne retirera aucune de nos demandes. Donc, dès le début, si vous voulez, très clairement, il y a une demande qui est très poussée. Vous avez une construction... Donc, on est chacun montre ses muscles, si on ne parle pas. On est dans une construction que Poutine bâtit depuis 6-7 mois, avec notamment le fait qu'il a dit à plusieurs reprises qu'un génocide se préparait dans le Donbass. Et c'est pas autour de lui, c'est dit, j'ai retrouvé ça dans des papiers de conseillers proches de Poutine, un génocide se prépare dans le Donbass. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez des fausses négociations diplomatiques. Vous avez cette affirmation-là. Il y aura certainement, dans les semaines qui viennent, dans le Donbass, un incident grave. Une école qui va brûler, une maternité qui sera attaquée. Et Poutine pourra mettre cela sur le compte du début du génocide. Et à ce moment-là, il pourra dire « nous rentrons dans une partie de l'Ukraine, non pas pour l'envahir, mais pour défendre les russophones qui sont menacés de génocide. » C'est ça la construction psychologique qui a été faite par Poutine. Denis McShane, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Est-ce qu'une solution diplomatique est possible ? J'espère que oui, je ne sais pas. Le vrai problème, n'est-ce pas, c'est que l'Europe, l'Union européenne, notre chère Europe, a refusé de prendre sérieusement la question de la défense. Il y a 2 ans, M. Macron a dit que l'OTAN était morte cérébrale. Merci, c'est très gentil. Maintenant, en effet, c'est un désastre pour M. Poutine. Les Suédois et la Finlande parlent sérieusement de laisser derrière eux la neutralité et entrent dans l'OTAN. Le problème, c'est que la politique étrangère de l'Europe était plutôt végétarienne, mais sur Mme Merkel, la politique étrangère de l'Allemagne était vegan. Il fait strictement rien. Et aujourd'hui, dire que c'est quelque chose avec l'arrivée d'un gouvernement sociodémocrate, il n'y a aucun changement de la politique en Allemagne. Et Mme Merkel, sa seule politique étrangère était le commerce. Et le pays qui frotte les mains à toutes nos difficultés, c'est la Chine. La Chine est là. Nous avons fait rien à résoudre le problème du Balkan occidental. Monsieur Macron s'est lavé les mains de ce problème. Et partout en Europe, on n'a aucun leadership digne du nom. Est-ce que monsieur Poutine va envahir ? Je ne personnellement, mais c'est si désastreuse pour son pays. Donc vous y croyez moins que Pierre Servan ? Que Poutine envahisse une partie de l'Ukraine. Il ne gagne rien. Il aurait beaucoup à perdre. Pour le moment, il est dominant. Il fait les unes des journaux. Il passe à la télévision. Tout le monde discute de la Russie, le retour de la Russie. C'est bla 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 bla. Mais en effet, avancer de ça à une vraie guerre kinétique, envoyer les chars, les blindés, les avions, et ça va provoquer des ripostes très très sérieuses. Et là, on est dans une vraie zone désastreuse. La Russie devient la Syrie de l'Europe. Et je crois que il faut, si on peut le trouver, petite porte de la sortie, oui, offre-le-lui, mais pas question de dire vous contrôlez l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas son droit à l'autodétermination, mais aussi, je vous en prie, le président Zelensky,
faites quelque chose avec vos oligarques. Faites quelque chose pour donner la liberté de presse aux Ukrainiennes. Oui, donc il y a une petite marge de manœuvre. La corruption diplomatique, d'après ce que vous dites. Petit peu. Ingeborg Gressler, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Denis McShane? Est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre? Par exemple, effectivement, les Occidentaux, l'Amérique pourrait dire on va retarder l'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN en mettant une conditionnalité, par exemple, effectivement, à faire en sorte qu'il y ait moins de corruption dans ce pays. Est-ce qu'il y a une sorte de matière à discuter qui permette justement qu'on parvienne à un accord? Mais qui a dit que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN? C'était jamais question. Franchement, c'est un pur prétexte et c'était clair que le statut de neutralité de l'Ukraine, personne n'y touche. Ça, c'est vrai que c'était toujours la ligne de Mme Merkel et d'ailleurs du reste de l'OTAN aussi. C'était jamais question. Alors là, c'est clair que ni la rentrée de l'Ukraine en Union européenne, c'était jamais question, franchement. Il y avait un accord de coopération qui a été beaucoup changé et c'est clair que le statut et les plans de l'Ukraine pour l'avenir ont changé. Mais je ne me rappelle plus qui l'a dit. C'est clair que le peuple ukrainien a des projets aussi et le peuple ukrainien veut se diriger vers l'Ouest et vers les valeurs de l'Ouest. Et c'est clair que c'est là peut-être la menace pour Poutine. Mais je me demande tout le temps vers où ça va aller. Ces masses de troupes sur les frontières. Voilà, ce scénario de guerre qui est déjà la guerre. Qui est très avancé d'après ce que vous dites. Julien Thérault, un petit mot justement. Est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre tout de même pour que la diplomatie puisse vaincre ? Justement, sur cette négociation autour du statut de l'Ukraine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et moi ce qu'on m'a dit à Kiev, c'est qu'il faut arrêter de considérer l'Ukraine comme une petite Russie ou une ancienne Russie ou quelque chose qui appartiendra à la Russie ou sur lequel la Russie a le droit de se prononcer. Ils m'ont dit, on est un État souverain, on a des élections démocratiques, on n'a pas demandé l'autorisation à nos voisins pour prendre nos décisions. Vous voyez, donc ça, c'est quand même un point important. En revanche, du point de vue de Moscou, le discours est complètement différent. Oui. C'est-à-dire que Vladimir Poutine l'a dit, il n'y a pas de différence entre les Russes et les Ukrainiens. Voilà, mais quelles concessions pourraient accepter les États-Unis, justement, pour qu'on puisse avancer ? C'est vraiment là où on est vraiment dans un cul-de-sac, une impasse, exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait matière à des négociations diplomatiques assez larges sur une architecture de sécurité de l'Europe. Ce que voudrait Emmanuel Macron, manifestement. Est-ce que le secrétaire Blinken a proposé Il y a plein de sujets, parce qu'il y a eu des blocages avec Trump, il faut rediscuter sur les armes de portée intermédiaire, le Open Sky, donc des mesures de réassurance qui permettent de surveiller les choses, les manœuvres, le fait de... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur la table et qu'on peut discuter légitimement avec les Russes, et les Russes peuvent avoir des demandes légitimes. Mais c'est pas du tout ça. Je crois que c'est Jean-Yves Le Drian qui a dit les Russes, nous voulons continuer l'esprit d'Helsinki, les Russes veulent Yalta. Je crois que les Russes veulent Yalta. Alors ce serait quoi le Yalta de Poutine ? Ou alors les Sudètes c'est très clair. 38. Retrait de l'OTAN des pays de l'Est. Mais non, mais ça, il ne l'obtiendra jamais. Non, mais c'est ce qu'il demande. Mais non, c'est pour ça que c'est bloqué. En fait, si vous voulez, il y a deux possibilités. Donc il faut à Yalta, ça veut dire qu'il y aura un partage. Mais non, mais c'est pour ça que c'est pas possible, parce que le Yalta, si vous voulez, ça consiste à accepter que Poutine et ce regard sur l'étranger proche, ce qu'il appelle l'étranger proche, qui consolide. C'est-à-dire qu'en Biélorussie, il a tordu le bras à Loukachenko, qui a besoin des forces russes. La situation est effectivement tendue, parce que les Ukrainiens qui sont accusés, et l'OTAN qui est accusé d'encercler la Russie, vous l'avez dit, c'est eux qui sont complètement encerclés, et encore plus qu'auparavant, puisque par la Biélorussie, vous avez des avions de combat, des systèmes de défense sol-air, et puis vous avez la marine russe, etc. Donc, Poutine, le Kazakhstan, Poutine est intervenu aussi à la demande du président kazakh. Donc Poutine veut le conflit, en fait, à vous écouter. Non, il se sert du conflit pour dominer son étranger proche. Et le conflit nous paralyse complètement, et on est en permanence en train de faire des pas en arrière, parce que ça nous fait peur de rentrer en confrontation en disant à chaque fois « mais vous n'imaginez pas une guerre avec la Russie ». Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le Kremlin lui-même ne veut pas la guerre avec l'OTAN. Il n'a pas les moyens financiers ni militaires d'une guerre avec
avec l'OTAN. Donc, c'est pas comme ça que se passe la guerre aujourd'hui. On place des pions et les autres n'y vont pas. Exactement comme en Syrie, avec les Occidentaux. Donc on est encore dans la phase de test. Chacun se teste. C'est une espèce de tectonique. Et là où on ne comprend pas, c'est que nous, on se dit, il vaut mieux qu'on se retire rapidement et qu'on fasse des solutions négociées. Voilà, évidemment, comme ils mettent la barre très très haut, à chaque fois on recule. Phase de test dangereuse. Les opérations on ont n'a plus le temps. commencé avec le cyber. C'est les coups de trompette, le cyber, les attaques de cyber. Les coups de trompette, merci le démarrage. beaucoup Pierre Servon d'avoir été avec nous. Merci Julien Théron. Merci à vous Ingeborg Gressle d'avoir été avec nous en direct de Berlin. Et merci à vous Denis McShane d'avoir été en direct de Londres avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.